Il faut resituer ça d'ailleurs dans le cadre de notre exposition, et du sens de l'exposition, puisque nous avons pensé donc faire le lien entre 1968 et 2018, il se trouve aussi, y compris avec le problème de la jeunesse d'aujourd'hui, il se trouve aussi que la Palestine, dans son histoire tragique de résistance à l'occupant, a connu un événement en 1968 et en connaît un autre en 2018 qui implique la jeunesse. Et bien entendu, en 1968, c'était la jeunesse de l'époque qui s'est trouvée engagée, et maintenant nous avons une autre phase sur laquelle bien sûr je vais développer. En 1968, c'est à ce moment-là, en mars 68, que la Palestine, après l'écrasement des armées arabes en 1967 avec la guerre que vous connaissez, la guerre des 6 jours, cette défaite militaire arabe a été une défaite terrible, non seulement pour le monde arabe, mais surtout pour les Palestiniens, qui espéraient, grâce à les armées arabes, en quelque sorte expulser finalement Israël de la région et pouvoir récupérer toute la Palestine. Et c'était évidemment la déception totale. Et à ce moment-là, les Palestiniens, qui avaient commencé leur lutte armée quelques années plus tôt, 1965 pour dire précisément, décident tout seuls, de lancer leur lutte armée pour libérer leur Palestine. C'était en quelque sorte sauver l'honneur du monde arabe, qui avait été extrêmement humilié par la défaite, et c'est vrai que la décision palestinienne, prise à l'unanimité à l'époque, a eu un impact considérable dans le monde arabe, et depuis ce temps-là, en quelque sorte, à la fois la Palestine est au cœur de la population arabe humiliée, qui reste toujours humiliée à sa manière, historiquement et même actuellement, et en même temps, l'OLP est devenu le mouvement le plus populaire dans le monde arabe et même à l'extérieur, et symbolisait donc pour les forces anti-impérialistes de l'Occident la lutte du tiers-monde pour sa libération. Et l'OLP a été représenté, été figuré avec la fameuse Kalachnikov, et ça représentait en quelque sorte le monde, le tiers-monde en révolte. Et cela a marqué beaucoup la révolution, enfin le mouvement tiers-mondiste de l'époque. Et le PSU, à ce moment-là, lui aussi, il était déjà né, puisqu'il est né en 60. En 67, il avait été pris de plein fouet par la guerre de 6 jours. Il n'avait jamais pris position sur la question palestinienne. Alors, dès le début, il y a eu un conflit assez dur, que je ne tente pas tant de résumer, on pourra le faire à l'autre moment, entre, si on pourrait appeler, les courants sionistes de gauche, pour le dire vite, qui étaient représentés par pas mal d'anciens socialistes, par Mendes France à l'époque aussi, mais aussi par l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme, Daniel Mayer, enfin, toute une série de personnalités qui avaient défendu la nécessité de ne pas attaquer et trop critiquer Israël, et un courant, disons, plutôt laïque par rapport à Israël, qui était marqué, bien sûr, surtout par la lutte contre les gars d'Algérie, et qui voulait qu'on prenne position de manière plus franche pour le droit des Palestiniens. En gros, pour dire ça, ce débat a d'ailleurs été l'objet d'une grande qualité, finalement. Ça aboutit à un compromis plutôt positif, et au bout d'un an, en décembre 68, il y a quelques mois après, donc toujours en 68, le PSU se prononçait pour le droit à l'indépendance des Palestiniens, ce qui était très important dans l'époque, et c'était de loin, bien sûr, la force de gauche en France qui le premier prenait position clairement sur le droit des Palestiniens à l'indépendance, ce qui évidemment marque aussi l'histoire du PSU. Voilà donc cet petit épisode est ancien. 50 ans après, il y a un événement quand même un événement important, c'est-à-dire que les Palestiniens sont passés du choix de la lutte armée au choix de la lutte désarmée, si on peut dire, pour le dire de manière imagée, c'est-à-dire ce qu'on appelle de manière plus classique de la résistance populaire non violente. Et j'y reviendrai bien sûr, c'est l'occasion, et c'est d'autant plus spectaculaire, si on peut dire, que d'une part,
l'identité de la Palestine, du mouvement palestinien, s'était fondée sur la révolution armée, sur la résistance armée. Plus encore, après l'évolution de la résistance palestinienne, c'est surtout le mouvement islamique qui a en quelque sorte porté cette identité de la résistance armée. Et a longtemps gardé, par rapport même au Fatah, cette identité finalement qui est proclamée comme étant la meilleure façon de résister. Et maintenant, donc, ces jours-ci, il semble que le Hamas, donc le mouvement islamique qui a pris le pouvoir à Gaza, s'est de fait rallié à la résistance non armée qui est à reprendre dans les jours qui suivent, là, peut-être des armes, mais en tout cas avec une précision extrêmement grande pour montrer cette révolution copernicienne dans la position du mouvement palestinien. Voilà en très gros, il faudra revenir en détail bien sûr, mais sur ces 50 ans, il s'est passé quand même quelque chose d'assez impressionnant pour la Palestine et pour la lutte du tiers-monde que représentait la lutte palestinienne. Alors, donc, il s'est passé donc à Gaza, dans les jours qui viennent s'écouler, un événement considérable pour plusieurs raisons. Première raison, donc, c'est la marche du retour, que vous voyez, c'est parce que c'est porté par des réfugiés. La majorité des habitants de Gaza est composée de réfugiés. Donc, ils sont en référence à la terre en Israël qu'ils ont perdue. Donc, c'est la marche du retour. Et donc, cette marche du retour, ce mouvement de masse, a été organisé, et ça il faut le dire très clairement, a été organisé par la société civile de Gaza. Il y a eu un comité national qui s'est constitué en 30 janvier 2018, composé d'une trentaine de personnes, dans lequel il y avait un seul membre du Hamas. Il faut bien voir que ce mouvement a été organisé à l'initiative d'ONG de Gaza indépendante du Hamas, mais le Hamas a participé à la réunion, et ils ont en quelque sorte lancé une stratégie, une forme de stratégie directement inspirée de la stratégie non violente telle que pratiquée, on peut dire par Gandhi ou Mandela. Quel est le principe de cette stratégie? Ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire que les organisateurs ont annoncé d'emblée qu'ils allaient faire une manifestation sans armes, sans pierre, rien, etc. Donc ça c'est le premier point. Donc ça c'est la stratégie ainsi affichée. Deuxièmement, Israël est en quelque sorte averti, et on sait que, évidemment, Israël va interdire la réunion, va manifester son opposition interdit. D'accord. Alors, pour le mouvement palestinien, le mouvement de la société de Gazaoui, il y a pour Israël, il y a deux hypothèses par rapport à ce mouvement. On laisse faire le rassemblement, ou on tire sur la population désarmée. Dans les deux cas, Israël perd politiquement. Si Israël laisse faire une manifestation interdite des Palestiniens, c'est une défaite pour Israël. Il n'arrive pas avant. S'il tire sur une population désarmée, c'est une défaite perçue, une défaite politico-morale perçue par le monde entier. Donc dans les deux cas, cette stratégie non violente prévoit que le mouvement non violent perdra. Le mouvement non violent gagnera plutôt. On y reviendra après sur ces problèmes que ça pose ensuite. La deuxième nouveauté de cette marche du retour, ce qui s'est passé, c'est que ce mouvement a été imposé par les jeunes. C'est pour ça que finalement, quand on parle des jeunes de cette année, a été par les jeunes palestiniens, qu'on pourrait appeler la troisième génération de la résistance palestinienne depuis 1968. La première, c'est évidemment la génération du Fatah, tel qu'il a été créé en 1959. La deuxième, c'est la génération de ce qu'on pourrait appeler Marwan Barghouti, pour le dire, celui qui a dirigé la deuxième intifada, première et deuxième intifada, qui est maintenant, comme vous le savez, en prison. Et la troisième, c'est cette jeunesse, cette nouvelle jeunesse, 20-30 ans, qui a imposé finalement cette mobilisation non violente, qui a obligé le Hamas, et c'est dans les articles du Monde sont pour cela très bons, au point de vue de ce qu'il raconte, complété par d'autres articles que j'ai pu lire,
c'est le mouvement des jeunes, les ONG, qui ont imposé le Hamas à renoncer à la lutte armée. Et d'ailleurs, c'est un responsable du Hamas qui l'a avoué, d'après l'article du Monde, c'est les jeunes qui nous ont poussés à faire ça. Donc ça, c'est le deuxième aspect tout à fait fondamental, c'est la jeunesse de Gaza qui a, en quelque sorte, impulsé et imposé cette mobilisation. Le troisième caractéristique nouvelle, très impressionnante, c'est un mouvement de réfugiés. Puisque à Gaza, 80%, 85% sont des réfugiés. Or, la lutte armée des Palestiniens, telle qu'elle a été déclenchée en 1965-66 et après généralisée à partir de 1968, était une lutte de Palestiniens de l'extérieur, de Liban, de Jordanie, de Syrie. Qui sont les Palestiniens de l'extérieur? C'est les réfugiés. Ce sont qui sont partis, qui ont été vidés, qui ont été expulsés d'Israël. Donc, et ces réfugiés donc, ont décidé la lutte armée. Pourquoi à cette époque-là? D'abord, ils ont voulu rentrer en Palestine, ou chez eux. Et quand ils sont partis, on leur a vu partir, l'armée israélienne les a amenés à partir, et on leur a dit, on part pour quelques jours. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez revenir. Quand ils ont voulu revenir, c'était bouclé. C'était bouclé, l'armée israélienne a refusé de les laisser passer. À ce moment-là, donc, pour ces réfugiés qui avaient tout perdu, leur pays, leur terre, leur identité, ils n'avaient rien à perdre, et à ce moment-là, ils ont été amenés à s'engager pour retourner, sachant qu'ils mourraient. Il faut bien voir, et c'est composé, c'est organisé, ce qu'on appelle les commandos du retour. Les commandos du retour, c'était ceux qui voulaient revenir. Vous voyez, le mot retour, là, est déjà utilisé, qui voulaient revenir sur leur terre, comme on leur avait plus ou moins promis. Donc, ces réfugiés ont organisé la lutte armée, sous la direction essentiellement du Fatah, et donc ont développé toute une série d'actions à partir du Liban, essentiellement de la Jordanie, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, ils n'avaient rien à perdre. Rien à perdre. À un moment donné, quand ils ont voulu intervenir en Cisjordanie, c'est dans la Palestine restée palestinienne, si on peut dire, eh bien, la société palestinienne de Cisjordanie et de Gaza, je ne sais pas, n'a pas voulu de lutte armée en Cisjordanie. Pourquoi? Parce que cette société, c'était une société complexe, d'origine jordanienne en partie d'ailleurs, où il y avait différentes classes sociales, une vie universitaire, une vie culturelle, une vie économique, etc. Et ils avaient à perdre. Ils étaient dans leur pays finalement, et ils n'avaient pas envie forcément de mourir tout de suite, si on peut dire. Et donc, la lutte de résistance armée était essentiellement une lutte de réfugiés. Elle n'était pas prise en compte par la société palestinienne de l'intérieur. Ça, c'est c'est très important à noter là-dessus, et ça a longtemps été un conflit, évidemment, intra-palestinien entre les réfugiés et les non-réfugiés, si on peut parler ainsi. Or, donc, jusqu'à là, ces réfugiés ont été la pointe de la lutte armée de la Palestine, de l'OLP pour l'essentiel. Et ça a été refusé par les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza. Je ne sais pas très bien, il y a toujours eu un petit peu des groupes militaires à Gaza. Par contre, en Israël même, les Palestiniens de l'intérieur ont refusé toujours, par principe, si j'ose dire, la lutte armée. Les Palestiniens de l'intérieur n'ont jamais pratiqué la lutte armée. Donc vous voyez, il y a déjà une grande différence entre les Palestiniens. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ces réfugiés palestiniens, que sont les Gazaouis, etc., qui, effectivement, eux aussi, ont rien à perdre. Ils ont une situation absolument tragique, aggravée en plus par le blocus et la situation qui leur est faite, et qui n'ont plus d'avenir. Ils n'ont plus d'avenir. Ils ne pensent plus qu'ils ont un avenir, d'autant que la situation, je dirais, écologique de Gaza est considérée par l'ONU comme étant rendant Gaza inhabitable en 2020. Donc il faut bien voir que ces Palestiniens estiment qu'ils n'ont pas d'avenir. C'est très important qu'ils n'ont plus rien à perdre. Or, ces réfugiés-là ne veulent pas mener la lutte armée. Ça, c'est aussi très nouveau et c'est très très important dans l'histoire
de la résistance palestinienne. Les Palestiniens de Gaza rejoignent donc la stratégie menée par les Palestiniens depuis 1987, disons, pour dire vite, la première intifada, qui est évidemment un événement considérable. En gros, qu'est-ce qui caractérise ce changement, cette nouvelle situation? D'abord, et d'ailleurs c'était dit dans les articles là, c'est la prise en compte et la reconnaissance de l'échec stratégique de la lutte armée. Et d'ailleurs, le Hamas l'a avoué pratiquement, et donc ça c'est très très important d'avoir analysé son histoire comme étant l'histoire d'un échec. Et à l'inverse, de donner la priorité à la mobilisation civile, de la société civile. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point caractéristique de ce choix palestinien de Gaza, comme le choix des Palestiniens de Cisjordanie, c'est le produit d'un débat de la société, un débat, je dirais, démocratique, si on peut dire, que les jeunes ont imposé, y compris au Hamas, qui essaye de tenir, bien sûr, de manière dure, la société gazaoui. Et donc, c'est un débat qui a impliqué des ONG à Hamas, à Gaza, des intellectuels, des militants des organisations plus ou moins tolérées à Gaza, y compris du Fatah et du Hamas, qui ont participé à ce genre de rencontres. Et donc, nous avons eu un débat politique, qui est l'objet donc un débat démocratique, si on peut dire, impliquant la société. Troisième, c'est un débat à la base, c'est-à-dire c'est pas un débat de structure organisationnelle avec leur direction, c'est un débat imposé par la société. Le point principal dans cette affaire, l'enjeu central de cette affaire, vous avez bien vu comment il a été mené, c'est la question de la stratégie de la communication. Il faut bien considérer que aujourd'hui, la stratégie de la résistance populaire non violente est axée sur la communication. D'ailleurs, Israël l'a parfaitement compris, qui mène depuis un certain temps une politique de communication extrêmement sophistiquée, mais qui vient d'échouer, justement là, avec ce qui s'est passé ces derniers jours. Quelle est cette stratégie de communication menée par les Palestiniens? Cela suppose, non pas la stratégie non violente, une absence de confrontation, on dit là, voilà, on est non violent, non, au contraire, il s'agit de rendre visuel pour l'ensemble du monde, parce que maintenant la communication est mondiale, de rendre visuel, de rendre visible, si j'ose dire, une transgression de la société, d'une désobéissance civile de masse, de montrer qu'il y a une société qui refuse certains types d'interdictions. Et par exemple, si vous voulez, un rendez-vous dans un carrefour interdit, qui aurait pu se faire, par exemple, à la mesure où Israël construit des routes séparées en Cisjordanie, route réservée aux colons et route réservée aux Palestiniens, une situation d'apartheid de communication, bien, on pouvait imaginer que les Palestiniens se mettent à un carrefour pour obliger à occuper la route réservée aux colons. À ce moment-là, il peut y avoir bien sûr un affrontement direct. Donc, c'est là ce qui s'est passé, donc c'est un rendez-vous à un endroit interdit. Donc, si vous voulez, ce qui est très caractéristique de la stratégie de non-violence, qui a été reprise en compte, c'est, je dirais presque, une théorie du conflit. Qu'est-ce que ça veut dire, cette théorie du conflit? C'est-à-dire que le mouvement, la société civile palestinienne organisée, gazaoui, prend acte de la violence de l'adversaire. Acte de la violence, il le sait. Violence de l'adversaire, et il veut la rendre visible au monde entier, en opposant à cette violence les corps sans défense. Vous voyez, le côté, c'est pas de la rigolade, la résistance populaire non violence, c'est pas une partie de campagne. C'est exactement cela qui a été d'ailleurs mené et pensé et acté, si on peut dire, par Gandhi, et donc présentant les corps sans défense par rapport à une machine militaro-policière puissante. Donc nous avons là exactement ce qui s'est passé. Exactement ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, il faut bien dire aussi que cette stratégie médiatique a été mise en place bien avant, évidemment, les Palestiniens, a été mise en place par Gandhi et aussi par l'ANC. L'ANC de Mandela. On y reviendra si c'est nécessaire, ce qui s'est passé à Charpeville, il y a déjà, bien sûr, 50 ans ou presque. Donc, ce qu'il faut bien dire aussi, c'est que les Al-Qaïda, on disait Al-Qaïda, pas Al-Qaïda, le chef d'Al-Qaïda, Al-Zawahiri,
ils avaient une stratégie médiatique de présenter leurs actions militaires. Eh bien, il a même dit, d'ailleurs, Jawahiri, que la bataille d'Al-Qaïda, c'est aussi un djihad médiatique. C'est un djihad médiatique. Vous voyez, cette formule extrêmement forte, hein, qui montre quand même qu'aujourd'hui, la communication est au centre de la bataille politique. Au centre de la bataille politique. Et les Palestiniens l'ont menée de manière, à mon avis, assez remarquable depuis un certain nombre d'années. Bon, ça a commencé au départ, vous savez, moi j'ai été à visiter le village de Béline où était relancée la lutte non violente, et ils pensaient beaucoup à ça, donner un spectacle. Si vous voulez, c'est la spectacularisation, je ne sais pas si c'est un beau français, la spectacularisation de la lutte, c'est un enjeu politique central aujourd'hui, quelle que soit la lutte d'ailleurs qui est menée. Voilà donc ce qui s'est passé là. Alors maintenant, je voudrais dire un mot sur les réactions par rapport à cela, et les propositions, enfin les réactions aussi bien, surtout du côté israélien, bien entendu, qui était évidemment le premier impliqué dans cette affaire, si on peut dire, et c'est assez important de voir ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, ce qui se pense en Israël sur la question. Mais avant, je vais vous lire un petit texte, très bref, pour dire que cette stratégie-là, cette stratégie palestinienne, elle est ancienne, elle a été pensée déjà il y a une quarantaine d'années, par un théoricien qui s'appelle Mubarak Awad, qui était un Palestinien chrétien en exil aux États-Unis, qui est revenu en Palestine en 1983 et qui a fondé à Jérusalem un centre d'études de la résistance populaire non violente en 1984. Elle a été expulsée après par Israël. Mais il a écrit tout un travail, si on peut dire, et je vais vous lire ce qu'il écrivait sur ce que c'est que la stratégie non violente. En 1983, 84. Il parle d'hypothèses, qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vais vous lire, c'est un petit paragraphe de 7-8 lignes. Le combat non violent est un vrai combat. Sérieux, ce n'est pas une guerre au rabais. L'ennemi dans cette bataille est bien réel et féroce. Il n'existe aucune assurance, et nous ne devons pas en attendre qu'il sera lui-même non violent. Bien au contraire. Le combat non violent demandera de grands sacrifices. Vous voyez, annoncé, si on peut dire. Il y aura des blessés et des martyrs. À cause de cette lutte, les Palestiniens subiront des pertes dans leurs intérêts, leurs emplois et leurs biens. Le combat non violent n'est pas une alternative facile. Et après, donc, il y a toute une série de développements, je vois encore quelques lignes. La lutte non violente n'est pas une méthode négative ou passive, c'est une méthode positive et active, une sorte de guerre très mobile. Vous voyez comment la population, les mouvements se déplacent effectivement le long de la frontière, par exemple. Elle requerra l'utilisation de toutes les ressources et capacités disponibles. Elle exige un entraînement spécial et un degré élevé d'organisation et de discipline. Les préparatifs, l'organisation et la coordination des différentes opérations et campagnes devront sans doute se faire dans le secret. La plupart des actions non violentes seront illégales par rapport aux lois et règlements militaires actuellement en vigueur. Et puis il dit, le gouvernement israélien, en 83, le gouvernement israélien est très sensible à l'opinion publique, nationale et internationale. Ceci est dû en partie au fait qu'il a constamment besoin du soutien et de l'aide internationaux, et en partie à l'image de marque qu'il veut constamment se donner. En même temps, cette sensibilité est limitée par le fait que le gouvernement israélien veut mettre à exécution ses projets d'oppression sans se soucier de ce qu'en pense la communauté internationale. Cependant, les ressources propres d'Israël sont insuffisantes pour lui permettre de supporter un ostracisme international pendant une longue période, comme peut le faire le gouvernement raciste d'Afrique du Sud, par exemple, etc. Il n'existe enfin aucune certitude qu'une campagne non violente aboutisse à une victoire, pas plus d'ailleurs qu'une lutte armée. Bon, je pourrais développer, je pourrais dire, c'est très important, ce qui a été écrit là dès 1983, ça précise déjà à la fois l'esprit, la méthode et le fond. Il explique après toute une série de propositions de lutte non violente. Il en propose, je ne sais plus, je vais le dire pourquoi, j'en suis là, mettons une vingtaine. Il est inspiré d'un théoricien américain
de la non-violence s'appelle Gene Sharp. Gene Sharp, G-E-N-E, Sharp, S-C-H-A-R-P, et dont j'ai appris, encore en lisant un peu mes documents, qu'il est mort cette année. Il est mort en janvier 18. En janvier, oui, 2018. Oui. Donc, vous voyez, c'était ce lien d'ailleurs avec la pensée américaine sur la non-violence, qui d'ailleurs aussi s'articule sur le mouvement Martin Luther King, etc. Donc, il y a toute cette affaire, et d'ailleurs, dans ce texte-là, l'auteur fait référence aux expériences étrangères, à la fois Martin Luther King, Mandela, Gandhi, bien sûr. Donc voilà le premier point, cette stratégie, cette réflexion est pensée depuis longtemps en Palestine. Donc vous voyez, c'est pas une nouveauté comme ça, sortie de rien du tout. Le deuxième aspect, le deuxième texte que je voulais lire, pour montrer un petit peu l'état d'esprit, c'est un article qui m'a été envoyé du Haaretz, le journal israélien que vous connaissez, que j'ai fait traduire, c'est bon, c'était assez compliqué, et qui a été écrit par un ancien militaire israélien, devenu rédacteur en chef plus ou moins de Haaretz. Il s'appelle M. Bradley Burston. Et ce titre, je lis en français, ça fait très bien, parce que c'est pour moi qui l'ai traduit. Israël a une peur bleue de la nouvelle arme terrible des Palestiniens. Alors je vais vous lire quelques extraits. Il a écrit cela 8 jours avant le massacre. 8 jours avant le massacre. Et qu'est-ce qu'il dit ? Le premier essai sur le terrain aura lieu la semaine prochaine. Il parle déjà de ce qui va s'annoncer. Le jour de la Pâque, en plus. Une arme nouvelle contre l'occupation mise en œuvre par des réfugiés palestiniens. Et Israël, avec ses moyens de défense contre toutes les façons de tuer conçues par l'homme, est pris au dépourvu. Premier point. C'est la pire de toutes les craintes de la droite au pouvoir en Israël. C'est une arme contre laquelle l'une des armées les plus modernes et les plus puissantes du monde est démunie. Elle pourrait, l'arme palestinienne, on reviendra, elle pourrait réussir là où les attentats suicides, les tirs de missiles balistiques et les tunnels d'attaque sophistiqués ont échoué, et c'est prévu pour la Pâque dans à peine une semaine. C'est la non-violence. Et il précise, à commencer par le jour du Seder, soit la fête religieuse juive de la Pâque, à seulement une semaine de ce vendredi, les Palestiniens projettent des marches vers le territoire israélien et les territoires sous emprise israélienne, ainsi que des sit-ins et des veillées. Ils vont appeler à l'attention d'Israël et du monde sur la résolution 194 des Nations Unies, la base légale de ce qui est connu comme le droit au retour palestinien. Voici le projet. C'était annoncé, donc c'était même écrit dans un journal israélien. Annoncé. Ils ne seront pas armés. Point. Et ne lanceront pas des pierres. Ils seront organisés en clans familiaux. Très important. Ce n'est pas les mouvements politiques qui organisent, c'est la société. En famille, pratiquement les femmes et les enfants. En clans familiaux plutôt qu'en groupes militants. Ils éviteront les affrontements avec les troupes israéliennes. Et Israël, avec ses moyens de défense contre les attaques depuis l'espace, le cyberespace, les sous-marins nucléaires et toutes sortes de machines à tuer conçues par l'homme, est démunie. Toutes les annonces de marche de masse dont nous avons entendu parler, ce sont des événements préoccupants, a déclaré l'ancien patron de Shin Bet et ancien ministre de la Défense, Avi Dichter. Il ne s'agit pas d'une guerre militaire, c'est plutôt une guerre des masses, fondamentalement différente. Alors, bon, je ne vais pas vous lire tout l'article, mais quand même quelques phrases, comme il a été militaire. Et il dit voilà, si vendredi après-midi, à la fin des prières du vendredi, parce qu'en général, les actions contre l'armée israélienne, la non-violence, étaient le vendredi, tous les vendredis, à Béline c'était tout ça, depuis 2005, ça fait 15 ans que ça dure, 13 ans que ça dure. Tous les vendredis, à la sortie de la mosquée, le vendredi, ils vont devant le mur. Le mur à Béline, c'est un grillage électrique. Bon. Si le vendredi après-midi, à la fin des prières du vendredi, si des milliers ou des dizaines de milliers y participent, ou si cela va représenter un nombre encore plus important, il s'agit d'une affaire à laquelle les forces israéliennes de défense devront se préparer à agir de façon différente de ce dont elles ont l'habitude. Sensiblement différente, plus différente, a déclaré à la radio de l'armée d'Ichter, etc., etc. Il ne s'agit pas là de roquettes et d'explosifs, cela exige des modalités d'intervention différentes. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors qu'est-ce qu'il y a ? C'est qu'ils montrent la situation de l'armée israélienne. Depuis des décennies, les soldats israéliens ont été formés par toutes sortes de rôles, dans toutes sortes de situations de combat.
Puis, en raison des exigences voraces et sans cesse croissantes d'activités de sécurisation de plus en plus permanentes, on engageait les mêmes soldats, avec un minimum de formation, dans un travail de police coloniale envers une population privée de droits, démunie, travail pour lequel il était du devoir des militaires d'imposer cette privation des droits humains. J'ai été l'un d'entre eux. Donc le journaliste a été engagé dans cette politique. Alors, et donc il explique, donc pendant des générations, la plupart des soldats des forces israéliennes en service d'occupation, avec leurs familles inquiètes à la maison, ont envisagé la perspective d'une rébellion palestinienne non violente. Ils y ont pensé assez tôt, les Israéliens. Le spectre de foules d'hommes, de femmes et d'enfants se dressant pour marcher vers les frontières d'Israël, ou d'installations de colons, légales ou autres, clôturées ou protégées par des murs, ou défendables ou autres. Alors, au plan personnel, les soldats, sans formation pour cela, sans équipement pour une maîtrise non létale des foules, non meurtrière des foules, priaient en silence pour que cela n'arrive pas. Du moins pendant leur tour de garde. Donc vous voyez, les soldats israéliens ont pensé qu'il pourrait y avoir un jour une mobilisation non violente pour laquelle ils seraient obligés de tuer. Mais ils espéraient que ça n'arriverait pas avec eux, quoi. C'est très intéressant. Lui était soldat. Il a bien partagé éventuellement cette mentalité. Et pourtant, beaucoup de ces soldats, entre prières et missions à remplir, espéraient silencieusement, contre tout espoir, qu'un jour cela se produirait. Qu'un jour une protestation vraiment non violente remplacerait un conflit interminable, immuable et mettrait fin au système de l'occupation. J'ai été l'un d'entre eux. Et maintenant, cela se semble se produire. Voici ce que j'avoue. Je veux que cela réussisse. Ces soldats savaient que l'attaque violente des Palestiniens était et reste l'âme absolue de l'extrême droite d'Israël. La terreur ne peut pas mettre fin à l'occupation parce que l'extrême droite israélienne l'exploite pour conforter l'occupation. Et par la législation et l'opinion publique, infecter et coloniser la société israélienne et l'administration par le système d'apartheid que les colons ont installé en Jordanie. Alors il conclut, il dit voilà, je veux que ces marches soient un succès. Lui, c'est un succès, qu'elle se déroule comme prévu, comme annoncé, en tout cas. Voilà ce qu'il va dire. Lorsque j'étais soldat, j'étais contre tout espoir, bien sûr, mais je savais que le gouvernement d'Israël, certainement le gouvernement actuel, pourrait bien réagir à cela comme un terrorisme, utilisant d'autres moyens et faire face à la non-violence par une autre tragédie. Je savais aussi cependant que les Palestiniens s'enorgueillissent par-dessus tout de se montrer déterminés. C'est la qualité qui leur sera la plus nécessaire si la non-violence doit durer assez longtemps pour être efficace. Les protestations sont efficaces, elles ébranlent, elles effraient les oppresseurs comme rien d'autre. Le monde va observer début au moment de Pâques. Et il annonce bien sûr que la réaction pourra aboutir à un bain de sang. Il annonce le bain de sang dès la semaine précédente. Le problème n'est pas qu'Israël sans défense contre la non-violence. Le problème c'est qu'Israël pense qu'il en faut une. Et finalement, il dit, à la fin, s'il ne doit jamais y avoir une vraie paix, ici, les Israéliens et les Palestiniens ne doivent jamais partager cette terre dans le respect mutuel avec les mêmes droits pour les deux peuples, ce sera parce que quelque chose sera survenu que personne n'aurait pu prévoir. Quelque chose comme la non-violence. Et il termine ça, donc, son article du Haaretz du début mai de cette année. Donc vous voyez, il y a dans ce journal, dans Haaretz, qu'on voit un peu l'état d'esprit, finalement, à la fois de ceux qui, évidemment, minoritaires, très minoritaires, sont favorables à la cause palestinienne, de fait, enfin, au droit palestinien, mais ils rappellent bien que même des soldats étaient un peu marqués par cette perspective, mais que finalement, évidemment, avec un gouvernement actuel, on ne pouvait avoir que le bain de sang. Alors, à ce moment-là, il y a eu ce bain de sang. Vous le connaissez, je ne vais pas vous le décrire, il y a un article remarquable, une interview de Neila Shahid dans l'Humanité, qui dit tout ce qu'il faut dire sur cette question, et elle dit des choses, elle connaît bien sûr la situation, elle les connaît, et qu'est-ce qu'elle dit uniquement un paragraphe? Israël n'a pas changé de politique depuis 70 ans. Ce qui veut dire que tout se passe au moment de la commémoration de la Nakba, la catastrophe, qui est la dépossession des Palestiniens de leur patrie, de leur sol, de leur identité, de leur culture, de leur histoire, de leur mémoire. Vous voyez ce que ça signifie, la Nakba. Cette politique n'a pas changé, même s'il y a eu différents moments entre les travaillistes. Le mot aujourd'hui, c'est un amalgame de partis racistes. Et elle explique très bien que le mouvement, c'est pas le Hamas qui l'a lancé, c'est vraiment la société civile palestinienne qui a lancé, et que les partis politiques ont été un peu
laissé sur le côté. Enfin, elle explique remarquablement bien, évidemment, cette mobilisation. Donc, voilà le côté israélien tel qu'il a été exprimé avant. Et maintenant, je voudrais lire le bilan politique qui pourrait être tiré de ces actions, parce qu'il y en a eu plusieurs mobilisations. Et il y a un autre article du Haaretz, c'est dans le bilan politique qu'on peut tirer de ce qui s'est passé le 14 mai, enfin avant le 14 mai, à Gaza. Alors c'est un article aussi que j'ai retiré du Haaretz qui est paru dans le... J'ai quelques articles en double de cet article du Haaretz, si vous le voulez, j'en ai tiré 5 exemplaires, si vous voulez, ça vous intéresse. Il y a le texte anglais et le texte français. Alors le texte du Haaretz qui a été sorti quelques jours après ce qui s'est passé, le massacre, je voudrais vous le lire, condition que je le retrouve. Voilà. Haaretz Tel Aviv, je sais pas le jour. Et voilà en gros comment il dit, sur toute la page, bien sûr, c'est toujours pareil. L'image d'Israël est chaos, pour longtemps. Quand une armée moderne, sophistiquée et suréquipée affronte des foules dotées tout au plus de cerfs-volants ou de pierres, la débâcle de la propagande est inévitable et aucun article ne peut résister face à tant de morts et de blessés. Comme catalyseur de la commémoration de la Nakba, le Hamas ne pouvait espérer mieux que la cérémonie de l'ambassade et l'inévitable explosion de colère et de détresse des Palestiniens. Désormais, parce qu'à un même moment, on inaugurait l'ambassade américaine, enfin l'ambassade israélienne de Jérusalem. Désormais, pour longtemps, l'opinion publique internationale ne verra de nouveau que le fort contre le faible, l'occupant contre l'occupé, l'espoir indécent d'un État sans cœur, Israël contre le désespoir. Donc voilà, ça c'est donc le bilan que fait le journal de l'autorisé en Israël. D'ailleurs, c'est un peu le même bilan que fait aussi Leïla Shahid. Elle dit il s'est passé un tournant politique. Maintenant, on a voulu longtemps isoler et nier que la question palestinienne restait une question centrale. Elle le redevient maintenant, elle le restera. Et donc, je pourrais développer ce que dit Leïla Shahid, qui quand même on connaît un petit peu en rayon. Elle dit voilà, je pense que ce qui s'est passé le 14 mai et la mort de 62 Palestiniens, à l'époque, n'est pas encore les 132, je crois, qu'il y a actuellement, en 24, ont provoqué un changement fondamental dans les opinions publiques mondiales, y compris en Israël. Parce qu'il y a un nouveau contexte mondial. Ça fait maintenant plus de 3 ans qu'on nous dit que la question palestinienne n'est plus prioritaire, qu'on s'occupe de l'Iran et du terrorisme. Trump et Netanyahou avaient réussi à assimiler les Palestiniens à tout ce mouvement de terrorisme international. Et c'est pour ça qu'ils veulent dire que le mouvement de Gaza a été impulsé par le Hamas, ce qui est bien sûr faux dans cette affaire. Donc vous voyez, il s'est passé, d'après Leïla, à qui d'ailleurs je dédie mon livre, qu'il s'est passé un événement tout à fait considérable politiquement pour l'avenir évidemment de la question palestinienne. J'avais vu ça quand j'avais étudié déjà la résistance populaire non-violente dans les années 90, et j'avais su ça par Uri Avneri, qui avait expliqué que l'armée israélienne, pour s'opposer aux mobilisations non-violentes, qui ne pouvaient pas tirer dans le tas complètement, avait utilisé des snipers. Ces snipers, qui sont au milieu de leurs copains, soldats là-dedans, ils ont comme tâche de repérer les meneurs et les cibler. Et donc, ce meneur, il le tire, comme un lapin. Et d'ailleurs, non seulement ça, mais ça a été filmé une fois à Béléine, et moi, celui qui a été tué, je le connaissais. C'était l'animateur, un type extraordinaire, Bassem Abourama, et dans le film Les 5 caméras brisées, eh bien, on voit que le cinéaste, qui est d'ailleurs de Béline lui-même, il a filmé toute la mobilisation, etc. Et on voit cet homme abattu par Israël. Et d'ailleurs, on voit, avant cette mort, on le voit, Abourama, en train d'aller voir les soldats israéliens. Il va vers la grille et il leur dit, écoutez, ne tirez pas, nous ne sommes pas armés, nous faisons une manifestation pacifique, nous ne voulons pas du mur. C'est lui-même qui était un représentant du mouvement, quelque sorte. Et c'est lui qu'ils ont tué. Donc, vous voyez, la stratégie des snipers pour lutte, comme forme de lutte militaire contre le mouvement non-violent. Nous, groupe d'anciens combattants, qui avaient été membres des équipes de tireurs d'élite, cherchons à exprimer le sentiment de désarroi quant aux récents incidents dans la bande de Gaza.
Lorsque nous entendons parler des ordres militaires, autorisant les tireurs d'élite à tirer à balles réelles sur des manifestants non armés, nous sommes remplis de honte et de tristesse. Honte devant les ordres dépourvus de jugement moral et éthique, et tristesse pour les jeunes soldats dont nous savons très bien, de par notre propre expérience, qu'ils porteront toujours en eux les scènes dont ils ont été témoins à travers le viseur de leurs fusils. Donnez l'ordre aux tireurs d'élite de tirer pour tuer des manifestants non armés qui ne présentent aucun danger pour la vie humaine est un autre résultat de l'occupation et de la domination militaire sur des millions de Palestiniens, ainsi que de l'insensibilité des dirigeants et du dérèglement du parcours moral de notre pays. Faire du mal à des gens de Gaza innocents fait partie de ce qui est nécessaire pour maintenir le régime d'occupation. Et nous ne devons pas permettre que cela continue. Ce n'est qu'en cessant de contrôler militairement les Palestiniens que nous pourrons y mettre un terme. Donc vous voyez quand même c'est important ces tireurs d'élite comme signification, disons, d'une prise de position générale au niveau, disons, je dirais presque militaire, puisque vous savez qu'existe en Israël un mouvement de soldats, le Breaking the Silence, qui regroupe des soldats qui viennent expliquer ce qu'ils ont fait comme saloperie dans l'occupation, et que c'est un mouvement qui est extrêmement combattu par le pouvoir israélien, et d'ailleurs menacé, y compris à la fois financièrement, ils veulent empêcher tout le fond, mais menacé même physiquement, puisqu'ils ont été menacés d'attentats directs dans leurs locaux. Donc vous voyez il se passe quand même des choses relativement importantes et qu'il faut prendre en compte dans cette affaire. Enfin, donc il y a un début quand même dans la société israélienne, il y a un petit mouvement peut-être très limité, trop limité, etc., mais qui, selon certains, même d'après Leila, il y a un début de réaction en Israël. Alors la question c'est de savoir si bien sûr il va se développer, s'élargir à mesure du temps. Alors je vais assez maintenant passer rapidement, simplement il s'est passé un autre événement. Bien sûr, Trump a soutenu, bien sûr, on ne va pas développer cette histoire de Trump, hein. Mais il s'est passé un événement peut-être assez passé inaperçu. Aux États-Unis, il y a eu donc l'inauguration de l'ambassade, et l'ambassade à Jérusalem. Et ce qui est important, c'est qu'au Congrès américain, lorsqu'il a fallu saluer cette ambassade, je ne sais pas ce qui s'est passé, pour la première fois dans l'histoire américaine, les démocrates ont refusé de se lever, ont refusé de participer. Pour la première fois, donc jusque-là, les démocrates ont toujours soutenu la politique israélienne des Américains. Et là, pour la première fois, ils ont refusé de se situer là-dessus. C'est un événement important de voir les États-Unis divisés à ce niveau-là. Pour la suite, c'est quand même quelque chose qui mérite d'être pris en considération parce qu'un Trump, il n'est pas éternel. Il faut rappeler, et pourrait développer beaucoup, que actuellement, les États-Unis donc sont dans cette situation. Il faut bien voir que la dernière position américaine sur la nature du conflit, sur la position du conflit, a été prise en 2016, en décembre 2016, par une résolution de l'ONU, 2346, qui dit que il y a la solution palestinienne, la solution de la question, c'est la solution qui doit régler la question des deux États et de la question des réfugiés. Cette résolution a été votée par le Conseil de sécurité à l'unanimité, avec l'abstention des États-Unis. Alors quand il y a l'abstention, ça empêche le contraire, ça permet l'unanimité. C'est Obama qui l'a imposé cette affaire. Ce qui veut dire qu'au niveau du droit international, les États-Unis ont laissé voter, avec Obama, pas avec Trump bien entendu, ont laissé voter une résolution qui fixe la position de la communauté internationale pour la solution du conflit. Ce qui évidemment est très important pour la suite, et il est évident que cela aura des conséquences diplomatiques à un moment ou à un autre. Enfin, et dernière remarque, c'est que ce qui s'est passé à Gaza n'a pas suscité de réaction à la hauteur à l'extérieur, en particulier en Occident, et en particulier en Europe occidentale. On a le sentiment que les Palestiniens ont été abandonnés par l'opinion publique européenne. Et je le dis d'autant plus difficilement qu'en France, dont je connais assez bien le mouvement d'opinion sur la Palestine, nous avons une très faible mobilisation. Très faible mobilisation, et là, ça pose vraiment un problème tout à fait considérable. Tout à fait déconsidérable. Comment réussir en quelque sorte, à mobiliser une opinion sur un sujet aussi grave, aussi dramatique, qui est avec une importance culturelle et politique
considérable, y compris pour la France et l'Europe. Comment donc comment mobiliser la société en solidarité avec la jeunesse palestinienne. Parce qu'il faut bien dire que c'est la jeunesse palestinienne qui lance le mouvement, qui prend le risque de mort, explicitement. Le risque de martyr, comme on dit là-bas, en Israël, en Palestine. Donc, c'est tout le problème de la solidarité internationale à la jeunesse palestinienne qui nous est posée en tant qu'Européens, en tant que Français. Il faudra réfléchir quelle est la meilleure façon, comment faire, que faire, comme disait l'autre en 1917, pour permettre une mobilisation, pour permettre une espèce de prise de conscience un peu plus nette de la société européenne et française en particulier sur le drame palestinien. Je rappelle d'ailleurs, puisque nous sommes dans un cadre ex-PSU, que Rocard disait même, avant sa mort, il dit, il y a un seul point sur lequel moi je trouve une situation dramatique, c'est pour le peuple palestinien, il aura été abandonné par le monde. Et ce constat que faisait Rocard, on pourrait avoir des désaccords avec Rocard sur le reste, ce constat résonne aujourd'hui de manière encore plus forte, et nous amène à réfléchir. Bon, je crois que j'ai assez dit, je pourrais parler pendant 2 heures, si vous voulez, mais je crois que ça suffit comme ça, et on aura peut-être l'occasion d'approfondir ou de répondre à quelques questions que je n'ai pas eu le temps ou que je n'ai pas eu l'idée de vous présenter.